Voilà, alors j'aimerais vous présenter Émilie. Pardon, vous voulez dire un mot? Non, non, je vous remercie. Bonne fin de congrès. Merci. Donc, je ne sais pas si Émilie apparaît à l'écran. Je suis Voilà, là. donc Émilie est bénévole en région pour Argos 2001. Elle va prendre la main désormais et c'est elle qui va vous présenter voilà, la suite de notre plateau, Katia et Caroline notamment. Merci beaucoup, Patrice. Donc, bonjour Katia Mbelara, bonjour Caroline Munira. Bienvenue, vraiment bienvenue pour cette JNTB 2023. Donc, vous allez participer, vous allez présenter votre démarche. Vous, Katia Mbelara, vous êtes psychologue, enseignante-chercheuse à l'Université de Bordeaux. Vous faites partie du réseau Centre Expert des troubles bipolaires de la Fondation Fondamentale au centre hospitalier Charles Perrin à Bordeaux. Caroline Munira, doctorante, psychologue, vous travaillez aux côtés de Madame Mbelara et ensemble, vous êtes déjà auteur de nombreux articles et publications dans le cadre de la recherche en santé mentale. Donc aujourd'hui, vous allez participer et vous allez nous présenter un cadre de réflexion autour de la famille qui est un système vraiment complexe. Les études concernant la famille sont peu nombreuses et donc il s'agit souvent d'un sujet extrêmement délicat en santé mentale. L'objectif de vos recherches est de définir de quoi on parle quand on aborde ce qu'est la famille. Et sur ce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup aussi de nous avoir invités à pouvoir échanger avec vous. Alors, je pense que vous voyez correctement mon écran. Hop là. Voilà. Donc, on est ravis d'être présente parmi vous aujourd'hui. On vous remercie donc de cette invitation. Merci de cette initiative donc, des Journées mondiales du trouble bipolaire. Tous les ans, vous proposez des thèmes qui sont très largement suivis, écoutés et très importants pour participer à mieux connaître la question des troubles bipolaires. Alors, nous sommes particulièrement ravis d'intervenir aujourd'hui sur le thème de la famille, puisque c'est un thème de recherche qui nous est cher avec Caroline. Cette intervention, alors, elle a pour objectif plus d'amener une réflexion, d'amener des questionnements. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous faire partager là où on en est et ce qui nous sert d'un petit peu de cadre de référence autour de la question des familles. Alors, on a intitulé notre présentation « La famille, un système complexe » que l'on différencie très nettement de la notion de compliqué. Voilà, pour nous, complexe, c'est la possibilité de réfléchir à des interactions, de possibilité de réfléchir avec une vision aussi très optimiste. Je reprends la notion de balance dite tout à l'heure et proposée par Madame Dadvian. Dans la notion de balance, on s'intéresse à ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne et surtout comment tout peut interagir ensemble. Alors, je vais vous inviter tous et toutes, tout d'abord, à essayer de réfléchir à la question suivante. Si quelqu'un vous demande de décrire votre famille, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les mots que vous emploieriez? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. N'hésitez pas à mettre des propositions dans le question et réponse. Hein. On peut voir et on pourra regarder. Voilà, si on vous demande, décrivez votre famille. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter? Il y a des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des grands-parents, des grands frères, des grandes sœurs. Super. Alors, merci déjà pour cet élément de réponse. Alors, qui correspond tout à fait à ce qu'on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que très probablement, quand on vous pose cette question, une grande partie d'entre vous va décrire en gros avec qui vous partagez votre temps. Alors, ça peut être qui se trouve sous le même toit, qui habite ensemble. Peut-être d'autres iront jusqu'à la question un peu des origines, c'est-à-dire d'où on vient et comment est constitué l'arbre généalogique, comment est constituée la famille. Donc, on va se mettre à citer justement les membres de notre famille. C'est une définition très importante de ce qu'est la famille, c'est ce qu'on appelle la notion de structure justement familiale.
Quand on dit ça, on décrit ce qu'on appelle notre structure familiale, c'est-à-dire qui compose et quels sont les membres de la famille. Et en même temps, quand on a dit ça, on a mis des éléments, je le disais, très importants, mais bien évidemment, on n'a pas tout dit. Et c'est là qu'on se rend compte que dire, je voudrais en dire plus sur ma famille, ça nécessite de dire, finalement, qu'est-ce que c'est que ma famille? Et c'est compliqué. Et effectivement, en sciences, et alors dans de nombreuses disciplines, que ce soit plein de disciplines des sciences humaines, on va voir que c'est une question compliquée. Donc effectivement, la question de la famille, pour la définir, c'est assez pluriel. On a tous notre définition propre de la famille. Et comme le disait Katia, en fonction des disciplines, la famille sera définie de façon plurielle. Donc définir la famille, ça reste une entreprise complexe. Et même sur le plan, définir la famille, c'est aussi se positionner au regard d'un contexte social, culturel, historique. Et on se rend compte que cette définition-là, elle a bien évolué aussi au fil du temps. Et aujourd'hui, par exemple, on reconnaît la présence de ce qu'on appelle les nouvelles familles, les familles monoparentales, homoparentales, les familles recomposées, les familles où il y a aussi adoption, etc. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Mais en tout cas, ça pose la question de la définition de la famille et sa complexité. Et en fait, on s'est rendu compte que définir la famille, c'est prendre position au regard d'une discipline, au regard d'un contexte culturel. Et donc, on vous propose ici une définition de la famille qui nous fait particulièrement sens, donc celle de Minuchin et collaborateurs en 2006, qui définit la famille comme un ensemble de personnes de tout âge, connectées émotionnellement et ou par les liens du sang. Nous, on rajouterait à cette définition également l'idée de vivre sous le même toit ou non, et surtout, on injecterait un petit peu l'idée de la subjectivité, c'est-à-dire ce qui est important aussi, c'est que les personnes elles-mêmes puissent avoir leur propre définition de la famille, et la famille, c'est ce qu'elles définissent par famille elles-mêmes. Dans cette définition, vous pouvez aussi revoir la notion de système dynamique, la notion de système dynamique complexe, et je vais laisser du coup Katia en parler, ce que c'est qu'un système dynamique complexe. Alors effectivement, pour venir compléter, et je reprends des termes que vous avez mis dans le chat, quand on parle de sa famille, on a aussi envie d'essayer de décrire comment la famille fonctionne. Alors dans le chat, je vois une famille disloquée, une famille compliquée, le chaos, la tristesse, un cocon d'amour, une famille unie, une famille soudée, une famille recomposée, multigénérationnelle. Je vois aussi les mots de isolé ou impuissance. Ce que ça renvoie, c'est que pour rendre compte de ce qui se passe dans la famille, c'est qu'on doit bien considérer la famille comme un système. Tout à l'heure, Madame Davian parlait d'écosystème, elle préférait cette terminologie-là à la notion de famille. C'est effectivement très fréquemment le cas dans la littérature, parce que l'idée, quand on parle de système, c'est que le regard, il va être porté sur l'interaction entre les différents membres du système. On ne va pas juste regarder, donc, comme le montre l'affiche, l'idée d'une planète, mais on va regarder tout le système et comment tout fonctionne ensemble. Qui communique avec qui à quel moment, qui interagit avec qui et à quel moment. Et ces interactions, c'est ce qui va permettre justement de constituer le fonctionnement familial. Et pour ce faire aussi, il va être intéressant pour nous d'avoir des termes pour pouvoir parler de ce fonctionnement familial, pour pouvoir le décrire. Et là, on voit que parfois, il y a un manque du mot. On ne sait pas trop bien comment le nommer, ou alors on peut être assez empêché de dire j'aimerais pouvoir mettre des mots, mais je ne sais pas lesquels mettre. Or, dans la littérature, on trouve des éléments qui peuvent nous permettre de répondre à cette question-là. Alors effectivement, donc il y a un modèle qu'on vous propose aujourd'hui. Alors c'est comme pour la définition de la famille, il y a une multitude de modèles de fonctionnement familial, donc c'est une proposition. C'est le modèle donc d'Olson et collaborateurs des années 2000 qui reprend des modèles plus anciens des années 70 de Minuchin en particulier, et ce modèle, on vous le propose parce qu'il est particulièrement étudié en contexte de troubles bipolaires. Donc en fait, Olson et collaborateurs définissent le fonctionnement familial sur différentes dimensions, donc la cohésion, la flexibilité, la communication et la satisfaction. Donc, je vais reprendre un petit peu l'ensemble des mentions. Alors, la cohésion, ça va renvoyer au lien émotionnel au sein de la famille. C'est à quel point la famille, elle va être soudée, à quel point elle va être un socle qui va pouvoir faire face aux événements de la vie. Donc, par exemple, face à l'annonce de diagnostic d'un trouble bipolaire au sein de la famille, comment toute la famille, ensemble, va faire face à cette annonce-là.
Une autre dimension aussi importante, c'est la flexibilité, qui va renvoyer à la capacité d'adaptation de la famille face à ces événements, la capacité à modifier son fonctionnement face, par exemple, à une naissance, au départ de la maison d'un des enfants, face à des décès aussi, ça peut être face à des expériences adverses, comme par exemple la présence d'un trouble mental chronique, comme les troubles bipolaires. Et justement, la flexibilité en contexte de troubles bipolaires peut être particulièrement mobilisée par la famille, puisqu'elle fait face aux fluctuations du trouble, voilà, les phases de bas, les phases de haut, etc. Une troisième dimension essentielle à prendre en considération, c'est la communication. La communication, c'est à quel point les membres de la famille vont pouvoir exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leurs pensées, mais également à pouvoir réécouter les émotions, sentiments, pensées des autres, faire preuve d'empathie et de chaleur les uns envers les autres. Et la communication, elle est importante parce qu'elle va permettre la cohésion, elle va permettre aussi une plus grande flexibilité au sein de la famille. Et enfin, une dernière dimension que je trouve particulièrement intéressante, c'est la satisfaction, puisqu'elle va interroger le point de vue des personnes sur leur propre fonctionnement. Donc, à quel point je suis satisfait du fonctionnement global de ma famille, mais également quels sont les points que j'aimerais améliorer. Est-ce que j'aimerais qu'on soit un petit peu plus en cohésion, qu'on fasse un peu plus socle, ou est-ce que j'aimerais qu'on soit plus flexible face aux différents événements de la vie? Et ce modèle, il est particulièrement intéressant également puisqu'il permet de mettre en évidence différents types de fonctionnements familiaux. Voilà, par exemple, une famille cohésive, flexible, qui communique bien et avec laquelle on est plutôt, enfin, avec le fonctionnement, on est plutôt satisfait de ce fonctionnement-là. Ce sera plutôt une famille flexible, par exemple. Voilà. Et nous, en fait, le message un peu clé de cette diapositive, c'est d'aller au-delà de la notion de structure et de composition, que ce soit les praticiens ou les personnes qui ont un accompagnement en santé mentale. Quand on parle de la famille, au-delà justement de la structure, de dire, voilà, j'ai des enfants, je suis mariée depuis tant d'années, parler aussi en ces termes, voilà, comment on fonctionne dans la famille, à quel point on arrive à s'adapter les uns les autres, par exemple, et à quel point moi, je suis satisfaite de cette situation ou non. Alors, ces éléments-là, ils nous semblent aussi très intéressants à prendre en compte et à utiliser parce que dans la question des troubles bipolaires, alors je reprends la diapositive qui a déjà été montrée ce matin par le docteur Chevrier, se pose la question de ce que vit la personne qui a reçu le diagnostic, donc le trouble bipolaire, et se pose aussi la question de ce que peut vivre la famille. Si on se repenche très rapidement sur ce que vit la personne, on sait que ça peut être très variable. Quand on a un trouble bipolaire, on peut être dans plein d'états différents. Donc, ça peut être les états de crise, et là, vous en avez des exemples, mais ça peut être aussi dans les états de stabilité, qu'on appelle le TIMI. Il y a aussi une très, très grande diversité de ce qu'on peut expérimenter. Et ce qu'on sait, c'est que ce qu'on expérimente, on a besoin d'en parler, on a besoin de mettre des mots dessus, par rapport à ce qu'on vit soi-même et par rapport à ce que ça peut faire vivre à son contexte. Pour les personnes qui accompagnent, qui sont aux côtés des personnes qui ont un trouble bipolaire, je reprends ce même dessin et je rajoute surtout un gros point d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a très peu de données dans la littérature à l'heure actuelle pour nous dire finalement que disent les familles du fonctionnement familial, que disent les personnes de qu'est-ce qu'elles vivent quand elles sont aux côtés d'une personne qui a un trouble bipolaire, comment elles vivent les différents états, que ce soit les états de crise, mais l'état de TIMI, et comment elles ont envie de décrire leur fonctionnement familial. Donc à ce jour, dans la littérature internationale, ça reste un sujet peu étudié. On a quand même quelques données qui se sont intéressées à dire finalement, quand il y a un état de crise, ça peut avoir un impact sur les différents membres de la famille. Effectivement, on peut avoir aussi des personnes qui vont elles-mêmes développer une dépression. Donc, par exemple, mon conjoint ne va pas bien, est en difficulté, moi aussi, ça me met peut-être en difficulté. Mon conjoint ne va pas bien, du coup, je vais peut-être un peu moins au travail, donc ça peut avoir des conséquences pour moi au niveau social. Mon conjoint ne va pas bien, au niveau de l'accompagnement de nos enfants, on revient sur la question de la parentalité, on peut être un peu plus fragilisé, on peut avoir plus de moments de doute ou avoir un peu plus besoin d'aide. Donc, en gros, selon l'évolution du cours de la maladie, ça peut avoir un impact sur chacun des membres de la famille. On a aussi quelques éléments dans la littérature qui nous disent, finalement, comment le fonctionnement familial, alors est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas, la structure familiale plutôt, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas du monde, est-ce que je vis seule, est-ce que je vis très entourée, comment ça peut
avoir un impact sur l'évolution du trouble. Ce matin, le professeur Lurka nous parlait de la dimension d'émotion exprimée, qui a été beaucoup étudiée chez des parents, donc comment l'émotion exprimée des parents peut jouer sur l'état général, par exemple, de leur enfant. Donc là, c'est des travaux qui montrent qu'effectivement, plus la personne va être soutenue, plus il y a de soutien social, plus il y a une expression des émotions qui va être sous forme de soutien, de bienveillance, et plus ça peut aider la personne qui a le trouble. Donc, on a des éléments qui se sont intéressés à ça dans la littérature. Mais ce qui nous manque beaucoup, 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 c'est des données pour essayer de vraiment voir, comment à la fois le fonctionnement familial et à la fois l'expression du trouble va pouvoir être géré par les familles. On a très peu de données qui se sont intéressées à dire, finalement, est-ce que ça marche pour tout le monde pareil? Genre, quand c'est la dépression, tout le monde va super mal. Quand c'est la phase mania qui est là, tout le monde est très agité. Quand c'est dans la phase de thymie, en fait, tout va bien. On a peu de données là-dessus. Donc, nous, ce qu'on a fait dans notre équipe, on a essayé de regarder l'idée qu'il n'y a pas forcément une seule manière de fonctionner. Même quand on est en phase de thymie, il y a plusieurs manières de fonctionner. Et qu'on a un intérêt tant pour les praticiens, donc les médecins, les psychologues, les infirmiers ou autres, à aider les personnes à décrire comment ça fonctionne dans leur famille, mais aussi pour les personnes pour savoir repérer et décrire ce qui se passe pour elles. Et donc, on s'est dit, il faudrait les aider, il faudrait trouver ce qu'on va appeler des différents profils de famille. Donc, dans notre travail, ce que nous avons fait, c'est qu'on a demandé à des personnes qui ont un trouble bipolaire, on a demandé à des personnes de l'entourage, alors des adultes, on a travaillé auprès d'adultes, de nous décrire le fonctionnement familial et on a regardé qu'est-ce qui apparaît et qu'est-ce qui ressort. Comment les personnes vont pouvoir nous décrire de comment elles fonctionnent dans leur famille. Et donc, on a pu arriver à ces conclusions-là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul fonctionnement familial en contexte de troubles bipolaires, mais bel et bien plusieurs. Donc là, en l'occurrence, 4 types de fonctionnement familial. À gauche, les fonctionnements familiaux qui sont plutôt efficients, avec une bonne flexibilité. Donc là, on reprend les dimensions de tout à l'heure. Bonne flexibilité, cohésion, communication, et ces personnes sont satisfaites du fonctionnement de leur famille. Et on retrouve à l'inverse, sur un autre pôle de fonctionnement, où on remarque plus de difficultés sur le plan de la flexibilité, de la cohésion et également de la communication. Et en plus, les personnes sont moins satisfaites de leur fonctionnement familial. Et ça, c'est important. Et en fait, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Premièrement, qu'il faut aller investiguer le fonctionnement familial chez les personnes, puisque elles peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre des configurations. Et si on se retrouve, par exemple, sur les fonctionnements familiaux en vert, on peut imaginer le fonctionnement familial comme un levier. Alors que si on est plutôt, un levier thérapeutique, pardon, et si on est plutôt sur le plan d'un profil en orange ou en rouge, on imaginerait justement des points d'amélioration dans le fonctionnement familial, aller travailler sur ces dimensions-là pour la santé à la fois de la personne qui a un trouble bipolaire et des autres membres de la famille. Et donc, comme disait Katia, on est allé plus loin, on s'est demandé également quelle était la perception du fonctionnement familial des autres membres de la famille, et en l'occurrence les conjoints. Et en fait, on se rend compte ici encore qu'il n'y a pas un fonctionnement, mais bien plusieurs fonctionnements perçus. Et en fait, que ces fonctionnements sont plutôt similaires, sont plutôt perçus de façon similaire que les personnes qui ont un trouble bipolaire. En revanche, on se rend compte que le fonctionnement familial est qualitativement un petit peu moins perçu comme efficient. Donc, on va retrouver en particulier le profil orange qui devient un peu rouge, donc avec encore une moins bonne flexibilité, cohésion, communication. Et le profil en rouge qui s'est pareil intensifié en termes de difficultés. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit finalement qu'il faut aller interroger également le regard des autres membres de la famille, puisque même s'il y a des similitudes qualitativement, il est un petit peu différent. Et en plus, qui plus est, un peu plus négatif. Donc, aller investiguer également la perception de l'entourage, puisque avoir la perception d'une seule personne n'est pas suffisant pour avoir un regard sur l'ensemble de la famille. Donc, voilà, on invite vraiment à aller aussi interroger l'entourage et leur perception du système familial. Donc, même si tous ces petits rectangles n'ont pas pour objectif de rendre compte de la totalité de ce qui peut exister dans le monde, parce qu'on sait bien, et c'est bien le sujet, que parler de sa famille, c'est compliqué. Parfois, certaines personnes sont très, très isolées.
ce que nous a permis de comprendre ce travail-là et de mettre en évidence surtout, c'est qu'on ne peut absolument pas réduire la famille à un seul fonctionnement, et aussi de mettre en évidence qu'il y a des familles dans lesquelles tout le monde va être d'accord pour dire que oui, on fonctionne bien. Et ça, c'est très important. Et comme le disait Caroline, dans ces familles-là, c'est pouvoir s'appuyer sur la famille, le fonctionnement familial pour faire face ou vivre avec la question du trouble bipolaire, pour réussir à le gérer. Mais aussi, on doit bien évidemment se rappeler et se rendre compte qu'il y a des familles qui sont en grande difficulté. Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de pointer que la personne qui aurait le trouble, d'oublier ceux qui sont autour, ou de dire, allez, serrer les dents, ça va passer. Non, c'est de se dire, voilà, on a à regarder, parce que finalement, quand on a cette approche familiale, on ne va pas aller pointer telle ou telle personne, on va aller pointer le système. Je vous rappelle l'idée des interactions. Et de dire, ce qu'on va aider, c'est la communication, le fonctionnement au sein de toute la famille. C'est-à-dire comment la famille va pouvoir plus facilement s'ajuster, par exemple, aux différentes crises qui peuvent arriver, que ce soit une crise maniaque ou une crise dépressive, aux conséquences, au fait qu'il y a des rendez-vous à mettre en place dans une organisation familiale, au fait que parfois on a des inquiétudes, au fait que parfois il y a une personne qui va avoir un sommeil perturbé, mais que ça va perturber peut-être tout le monde. Et que ces personnes et ces familles-là qui sont en grande difficulté, on a envie de vraiment signifier qu'elles existent, parce qu'il faut proposer et développer des aides. Et ce que nos travaux aussi ont permis de mettre en évidence dans une autre partie de ce qu'on a regardé, c'est qu'il y avait une forme de miroir entre la manière dont la personne qui a le trouble bipolaire va pouvoir se vivre et va vivre aussi son vécu, et la manière dont fonctionne le fonctionnement familial. Ce miroir-là, c'est quoi? C'est-à-dire que finalement, les personnes qui se sentent le plus rétablies, donc au niveau personnel, là je parlerai de ce terme de rétablissement personnel, c'est-à-dire l'idée de réussir à avoir une vie satisfaisante malgré son trouble, les personnes qui sont les plus rétablies, ce sont celles aussi qui se sentent dans un fonctionnement familial les plus efficients. Et les personnes qui sont les moins rétablies, c'est-à-dire l'idée d'avoir des difficultés dans le processus, d'avoir une vie satisfaisante avec son trouble bipolaire, ce sont aussi les personnes qui ont pu nous décrire être dans un fonctionnement familial qui a le plus de difficultés, que ce soit au niveau du sentiment d'être en cohésion avec les membres de la famille, au niveau de la flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir s'ajuster à ce qui se passe et de faire face aux différents événements, et au niveau de la capacité à communiquer autour du trouble bipolaire, et donc globalement être aussi satisfait du fonctionnement familial dans lequel on est. Donc voilà, pour conclure, c'est un de nos grands messages, ça nous semble très important d'entendre la voix de chacun des membres de la famille. Alors, c'était dit en introduction, quand on parle de membres de la famille, on inclut tout le monde, la personne qui a le trouble et celle qui ne l'a pas, ou ceux qui ne l'ont pas. Et c'est l'idée de pouvoir être dans des liens de sang, mais pas uniquement, c'est aussi de partager des choses importantes. Donc, c'est pas aussi non plus que être sous le même toit. Voilà, et de se rappeler que la famille, ça reste une définition qui est très complexe, et que pour nous, complexe ne se réduit pas à la notion de compliqué, mais aussi à la possibilité d'une richesse dans tout ce qui va pouvoir être travaillé. Voilà, bien sûr, on n'oublie pas la question des enfants dans tout ça, même si nos données, en tout cas, ne montrent pas de résultats sur les enfants, parce que ce n'est pas eux que nous avons interrogés. Dans notre pratique clinique, par contre, bien sûr, nous les accueillons. Et là, je tenais justement à vous montrer un dessin d'une petite fille qui a dessiné ce qu'elle pouvait vivre à la maison, et que à la fois, c'était des moments où ça pouvait être le printemps, mais des moments aussi où c'était peut-être plus compliqué. Je vous remercie pour votre attention, et je terminerai juste par cette diapositive pour dire que, bien sûr, toutes ces recherches et toutes ces données de la littérature, elles ne sont possibles que grâce à la participation de chacun et de chacune. Donc, nous, on est une équipe de chercheurs. Donc, on est toujours très intéressés si certaines personnes acceptent de participer à nos travaux de recherche. Alors, avec le Covid, on s'est développé, modernisé, et on peut faire une partie de nos recherches avec l'utilisation de téléphone ou de Zoom. Ce n'est pas que du présentiel. Donc, si certains d'entre vous sont motivés, on vous encourage à nous envoyer votre nom sur l'adresse suivante, bipoteam@u-bordeaux.fr, et on vous recontactera pour vous proposer nos différentes études, alors que ce soit sur la famille ou sur les émotions.
Voilà, merci beaucoup à tous et on est prêt pour échanger avec vous. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est un grand plaisir de vous avoir écouté. Donc voilà, je ne sais pas Patrice si tu as des questions en amont. Pas immédiatement, c'est extrêmement riche, mais il y a une notion sur laquelle je voudrais revenir. Vous avez parlé de rétablissement familial. C'est une intuition que j'avais, je trouve ça magnifique, c'est-à-dire que on ne se rétablit pas de manière isolée, seul dans son coin, c'est pas possible. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Merci d'avoir abordé cette question. Oui, merci d'avoir soulevé ce point-là. Effectivement, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on travaille sur le rétablissement personnel dans notre équipe également. Et en fait, c'est vrai que la conception du rétablissement, elle se veut très individuelle, très isolée du système dans lequel on parle. Et il y a des auteurs, notamment des auteurs en Australie, qui pointent justement l'idée d'un rétablissement relationnel, c'est-à-dire qu'on ne se rétablit pas tout seul dans son coin, mais effectivement dans l'interaction avec nos différentes sphères de vie, professionnelles, sociales, familiales, et notamment cette notion de rétablissement familial qu'on aimerait plus tard développer, parce qu'il n'y a pas encore assez même de théorie ni de données sur ce point-là. Et nous aussi, on a cette intuition-là, donc on aimerait poursuivre aussi dans cette voie-là de rétablissement familial. Et je voulais ajouter, justement dans ce sens, qu'il est évident que pour les proches, la famille, quand un membre va mal, un de ses membres va mal, eh bien, quand il se rétablit, tout le monde va mieux. C'est absolument curieux. Le rétablissement du patient, c'est le proche, il est rétabli, tous ses proches sont rétablis. S'ils ont plus ou moins participé ou s'ils se sont exclus d'eux-mêmes, c'est un peu plus difficile. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Pour nous, ça nous paraît tellement évident et c'est sûr que ça demande à être encouragé. Je suis bien d'accord avec Caroline, il faut étudier ça de plus près parce que tout le monde irait mieux. Déjà, comme vous l'avez dit aussi, l'autre secret, c'est la communication. Mais on a besoin d'aide pour communiquer. Et vous êtes là pour ça, si j'ai bien compris. C'est une autre manière de dire peut-être que le rétablissement a une dimension morale. C'est-à-dire, lorsqu'on y parvient à un bout, il peut s'étendre dans le système. Enfin, voilà. Effectivement, vous pointez l'idée de on a besoin d'aide pour communiquer. Alors, c'est aussi ce que proposent ces 4 grandes dimensions, c'est de pouvoir nous aider, nous, en tant que professionnels, à repérer là où on peut vous proposer aussi de l'aide et les leviers. Quand la communication est difficile, il ne s'agit pas de dire « Allez, mais communiquez, parlez-en, ça ira mieux ». Là, on sait bien que ce n'est pas si simple que ça et je pense que là, ça devient notre responsabilité de professionnel aussi de réfléchir avec vous à comment on peut permettre justement d'améliorer cette communication. Alors que ce soit par des rencontres familiales, que ce soit par tout un tas de dispositifs qui peuvent être aussi développés pour apprendre à communiquer différemment. Et c'est là où c'est engageant aussi pour la famille, parce qu'elle ne s'attend pas nécessairement à se retrouver elle-même au centre et participante de ce qui peut se débloquer en quelque sorte. Tout à fait. Alors, ça me fait penser à un couple que je suis à l'heure actuelle. Madame a un trouble bipolaire, elle a été diagnostiquée très très tardivement, une décompensation après ses 50 ans, ce qui est effectivement assez rare puisque l'âge plutôt classique c'est jeune adulte. Et c'est une dame qui avait plutôt moi je suis jamais malade, moi j'avance, voilà. Et dans le couple, il y avait à la fois beaucoup d'autonomie et puis des moments de partage. Et monsieur, je pense, monsieur a été très, très présent dans la maladie de son épouse. Alors, même si elle a décompensé très tardivement, mais elle a eu des états très intenses, que ce soit des états de manie ou de dépression, où vraiment elle a été très empêchée pendant plusieurs mois de fonctionner, d'aller au travail, etc. Et là, elle est rétablie, c'est-à-dire qu'elle est retournée au travail, elle refonctionne dans ses relations, dans ses loisirs, etc. Et par contre, la dynamique de couple a changé. Et elle dit, mais en fait, ils ont des gros problèmes de communication. À chaque fois qu'ils racontent une histoire, ils ne racontent pas la même histoire. Alors,
que ce soit le film qu'ils ont vu, ils ne racontent pas le même film, que ce soit leurs dernières vacances, ils n'ont pas ressenti les mêmes choses. Et par exemple, justement, ils me racontaient leurs vacances. Monsieur avait extrêmement mal vécu les vacances parce que madame avait fait des chutes, parce que madame avait fait ci, madame avait fait ça. Et madame a passé de très, très belles vacances et elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi ils voient que ça. J'ai chuté, mais ce n'est pas très grave. Il y avait un caillou. Et du coup, ils ne vivent plus du tout les choses de la même façon. Donc, au niveau communication, ils viennent me voir et ils disent, mais ce n'est pas possible. On ne vit plus dans le même monde. Et en fait, au cours des rendez-vous, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que madame, elle est vraiment dans cette idée qu'elle est rétablie, tout va bien, c'est terminé. Et en fait, monsieur, il a, j'ai envie de prononcer ce terme-là, mais un traumatisme des crises. Et lui, il est dans l'attente de la prochaine crise. Donc, il est dans l'hypervigilance de s'il y a le moindre élément qui me faire penser que mon épouse a une fragilité, la crise va revenir. Et du coup, il est passé en mode hyper vigilant, inquiet. Et madame, il dit, mais c'est bon, tout va bien, je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, lui, il hallucine que madame ne comprenne pas qu'il soit dans l'hypervigilance. Et elle hallucine que monsieur ne comprenne pas que tout ça est du passé. Et donc, voilà, on communique là-dessus. Et en fait, ils se sont entendus le dire. Et ils ont dit, non, je ne pensais pas qu'il avait eu aussi peur. Et là, monsieur s'est effondré en disant, mais si, j'ai eu hyper peur, j'ai eu très peur de la perdre. Et il a beaucoup exprimé très fortement ses émotions. Et il a pu exprimer cette angoisse qu'il n'avait jamais finalement exprimée à sa femme de « j'ai eu peur de te perdre » en fait. Et elle, madame, a pu entendre ça et dire « ah ok, en fait, et du coup, tu as encore peur de me perdre ». Et monsieur a dit « oui ». Donc en fait, ils ont pu recommuniquer. Et bien sûr, l'enjeu n'était pas de savoir qui avait raison sur les vacances ou sur le film, mais l'enjeu, c'était de mieux comprendre ce que l'un et l'autre peuvent vivre. Ça vient un peu témoigner de cette question de la communication. Alors, en termes de communication, je te laisse la parole après, mais pendant que j'y pense, parce que je risque d'oublier, Katia et Caroline, pour que vraiment vos propositions de participation, il faut nous les envoyer, qu'on puisse les publier, les envoyer aux personnes. Parce que sinon, on se dit, oh ben oui, on pourrait, et puis après, jamais on va retrouver ça, vous voyez. Donc, je vous suggère de nous les envoyer, on essaiera de les mettre bien en place ou de faire une communication spéciale, bien qu'on ne soit pas très fort dans le domaine, parce que je suis persuadée que, enfin, moi, je serais prête à y aller, vous voyez. Bon, voilà. Non, mais simplement, il faut savoir où, comment, quand. Hein, d'accord. Mais voilà, c'est tout. Je laisse. Est-ce que Émilie a des questions à faire remonter, Alors, on parlait tout à l'heure de communication, en particulier la communication non violente. Il y a aussi le fait de la personne qui est aidante, qui est parent proche. Comment fait-elle pour prendre soin d'elle, justement pour être au-delà de cette hypervigilance dont vous parliez tout à l'heure, de l'inquiétude permanente, d'être toujours aux aguets. Comment une personne, un proche, peut accompagner cette personne atteinte de troubles bipolaires tout en étant un peu plus zen, un peu moins dans le stress. J'avais envie de vous inviter à la conférence de cet après-midi sur les groupes d'éducation thérapeutique. Non, je ne vais pas m'échapper. Je ne m'échappe pas pour la question, promis. Déjà, j'ai envie de dire, je pense que dans votre question, il y a un élément important de réponse, c'est déjà en disant « je ». C'est-à-dire de se rappeler qu'on n'est jamais réduit à son rôle, soit d'aidant ou d'accompagnant, mais qu'à tout moment, on continue à être une personne avec ses besoins propres. Et beaucoup de personnes disent, mais finalement, comme on a toute son énergie pour gérer une situation de crise, c'est se dire, OK, il y a la situation de crise, mais après, il y a une situation de stabilisation et se le dire, ça y est, on est dans une autre étape de la gestion. Et dans cette étape-là, quelle est ma place? Et de pouvoir redire je suis telle personne. Et ne pas être que dans je dois être là pour l'autre. Et en même temps, je dois penser à moi. Oui, mais en même temps, j'avais fait vœu d'être là pour l'autre. Oui, et là, en fait, de toute façon, on ne peut pas faire les deux à la fois de cette manière-là. Donc, se rappeler qu'on est une personne propre, individuelle, avec des besoins propres, des désirs propres, et aller les interroger. Se rappeler aussi qu'on est en interaction avec une autre personne et parler de cette interaction-là. Comment va l'interaction, en fait?
Donc ça, c'est les dimensions qu'on vous propose. Et puis aussi dire finalement comment va la personne et aussi de l'écouter. Et je prends un élément dans le question-réponse, il y a écrit « Je vais mieux, mais ma famille souhaite toujours m'isoler ». C'est-à-dire que parfois, quand on est membre de famille d'une personne qui a eu une maladie, on a du mal à voir l'évolution de la personne parce qu'on reste avec nos propres angoisses. Donc, c'est aussi être capable d'interroger la personne qui a la maladie et d'entendre quand effectivement ça va mieux et d'entendre aussi quand effectivement ça va moins bien. Donc voilà, de s'ajuster. En fait, un peu, c'est l'idée d'avoir plusieurs thermomètres. Le thermomètre individuel, où c'est que j'en suis moi. Le thermomètre de chacun des autres membres de la famille. Donc celui qui a le trouble, mais pas que. Ça peut être aussi des enfants, des parents ou autre. Et le thermomètre de la relation. C'est plein de thermomètres, quoi. Oui. Mercure. Alors, puisqu'on parle de thermomètre, on a le thermomètre du temps. Nous sommes proches du temps que nous sommes impartis pour la demi-journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui remonteraient ou que vous auriez lues sur le chat directement? Alors, j'ai essayé de suivre en même temps. La dernière question, c'est plus une question sur le diagnostic, peut-être. Alors, du coup, docteur, peut-on diagnostiquer de façon certaine un jeune adulte de 18 ans? En fait, j'ai envie de dire, c'est quel que soit l'âge, en fait, les critères diagnostiques restent des éléments cliniques compliqués et qu'on sait qu'il y a un retard diagnostique souvent qui est très présent et parfois, ça nécessite de prendre un temps long pour évaluer les dimensions et poser un bon diagnostic. Mais ce n'est pas une histoire d'âge, pour moi, je pense. Mais bon, là, ça répond. Voilà, c'est un peu la dernière question que je vois du chat. S'il y a des points par ailleurs que vous devez aborder cet après-midi, vous pouvez les réserver. Voilà, comme ça, c'est pour inviter tout le monde à passer une bonne pause de déjeuner avant de nous rejoindre. Tout à fait. Voilà. Est-ce que, Eliane, nous en restons là pour la matinée ou... Je pense, tout le monde a bien mérité d'aller se reposer un petit peu. Et puis, on vous dit à tout à l'heure et on vous remercie beaucoup toutes les deux de votre aide pour nous aider à élaborer cette journée, pour votre prestation et pour votre flexibilité. Avec Hélène, qui a eu un problème grave, je vous remercie beaucoup. Oui. Et ne lâchez pas les familles, elles ont besoin de vous. On lâche rien. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci à vous. À bientôt. À tout le monde. À cet après-midi, 14h.